Bonjour tout le monde, bienvenue à cette nouvelle émission de Julie sans compromis ou sans compromis avec Julie, devrais-je dire. Aujourd'hui, un sujet assez aride, mais tellement important dont il faut discuter et c'est sur les copropriétés. Et j'ai le plaisir d'avoir avec moi un expert en droit de copropriété qui est Pierre-Alexis Bombardier. Pierre-Alexis, tu es le plus jeune de mes invités et le seul que je ne connaissais pas d'abord. Tu as étudié en droit à l'Université de Montréal et tu as terminé ton droit en 2020, passé ton barreau en 2021. Tu travailles maintenant chez De Grand Prix Jolicoeur, mais tu travaillais déjà chez De Grand Prix pendant tes études, donc tu te rentres dans le droit immobilier et on peut dire que tu es devenu un expert. Ben, c'est le principal axe de ma pratique, ça c'est évident. C'est ce que je fais de mes jours, de mes nuits, de mes soirées. Donc oui, c'est quelque chose que je connais très bien. Dis-moi, peux-tu m'expliquer assez rapidement qu'est-ce que fait De Grand Prix Jolicoeur? C'est quoi sa spécialisation? Alors, De Grand Prix Jolicoeur, c'est une entreprise où, évidemment, c'est un cabinet d'avocats et de notaires. Donc, on a les deux types de professionnels. On est autour de 25, changeant, évidemment. Il y a des départs, il y a des arrivées, où on fait juste du droit immobilier. Donc, c'est le seul axe de notre pratique et on fait tout dans le droit immobilier. Ce que je veux dire quand je dis tout, c'est on part du financement de projet. Donc, on a un département de financement. Ensuite, on a nos notaires qui font de la réception de vente. Et ensuite, on a l'équipe de litige dont je fais partie, qui évidemment s'occupe des problématiques. Donc, on a vraiment une offre 360 au niveau du droit immobilier. Je pense que vous faites aussi de la formation, est-ce que je me trompe? Absolument, on Oui. fait de la formation le plus qu'on peut, évidemment. On s'implique dans diverses organisations, autant copropriété, droit immobilier, mais copropriété, il y a l'Association des syndicats de copropriété du Québec, qui est une organisation dont je suis bénévole. Il y a des de mes associés, en fait, je suis employé, mais des associés de chez nous qui sont administrateurs de cette entreprise-là. Donc, on s'implique le plus qu'on peut. On fait beaucoup de formations en ligne aussi pour offrir à autant nos clients que les gens qui s'intéressent de l'information sur la copropriété. Ah, tu vois, je ne savais pas ça. Je savais que pour les courtiers immobiliers, vous faites de la formation, mais je ne savais pas que vous le faisiez pour le public aussi. Mais pour le public, principalement, on fait ce qu'on appelle les speed condos ou l'ABC de l'administrateur. Donc, on fait vraiment de l'éducation pour les gens qui baignent dans la copropriété puis qui ont envie d'en apprendre puis qui ont envie surtout, c'est souvent des gens évidemment qui ont investi, comprendre comment ça fonctionne. En fait, là, on parle de copropriété, communément appelée condo. Hein, tout le Oui, monde, même si on se fait reprendre, on dit oui. condo. Euh, c'est quoi la différence entre acheter un condo puis une propriété unifamiliale? Puis aussi, il y a plusieurs types de copropriété. Oui. Donc, je pense qu'il y a divise, indivise, par action. Peux-tu Mhm. nous dépatouiller un peu ça? Ouais, alors, énormément de différences entre une familiale puis un condo. Et effectivement, différents types de condos. Donc, quand on dit qu'on achète un condo, il faut savoir quel type de condo on achète. Parce que c'est pas parce que c'est un condo, c'est-à-dire une unité dans un bloc, appartement, entre guillemets, que c'est nécessairement le même régime juridique pour chacun. Donc, première des choses, évidemment, quand on achète en copropriété, on achète en collectivité. Donc, on devient membre, et plus souvent qu'autrement, quand on parle de divise d'indivise, on devient contractuellement lié avec nos voisins. Donc, c'est un mariage avec nos voisins. Donc, ça, c'est la première chose qu'il faut comprendre quand on le fait. Contrairement à une familiale où on ramasse nous-mêmes nos billes, on s'occupe de nos billes. Quand on achète en copropriété, oui, ça peut, dans certains cas, on se dit, bon, on achète en hôtel, on va avoir des services de plus, on n'aura pas à s'occuper de rien. Plus souvent qu'autrement, c'est faux. Surtout quand c'est des petites copropriétés, il faut qu'on s'investisse. Donc ça, c'est la première chose qu'il faut savoir. Pour ce qui est des différents régimes, effectivement, on a le divise, l'indivise, par action, et même dans le divise, il y a différents types de copropriétés Ah divise. oui. Absolument. Et ça, il faut le comprendre aussi. C'est pas parce qu'on achète en divise qu'on a les mêmes obligations, les mêmes devoirs dans chacune des copropriétés divises. Je donne un exemple. Une grosse copropriété, on va penser avec plusieurs tours verticales, va souvent être construit de manière où on a un syndicat et il y a différents types de manières de le faire, mais ça, il faut le comprendre, puis c'est important de le vérifier. Combien de syndicats me gèrent moitié de copropriétaires? C'est possible d'en avoir un horizontal puis plusieurs verticaux. Donc, moi, quand j'achète une unité, c'est possible que j'aie deux syndicats, donc deux quotes-parts à payer, deux charges communes à payer à chaque mois. C'est possible qu'il y ait différentes façons de l'aménager, là, mais ça, il faut le comprendre également. Et il y a aussi ce qu'on appelle les copropriétés hôtels, entre guillemets, donc où, lorsqu'on achète, on signe également un contrat de sous-location avec un gestionnaire qui, lui, va prendre la jouissance de notre bien, puis se dit, bon, ben moi, pendant 11 mois par année, je vais louer votre unité, vous avez l'obligation de me la donner.
Ouais. Donc, est-ce que c'est ce qu'on pourrait appeler du time sharing, ce que tu parles, ou pas tout à fait? C'est pas exactement du Non. time sharing, c'est vraiment une copropriété où est sous-jacent le fait de louer. Donc, dans la déclaration de copropriété, la destination même de l'immeuble, C'est la location. c'est la location, absolument. En fait, juste pour préciser pour les gens, quand tu parles de copropriété verticale, on parle d'une tour en hauteur. Absolument. Et horizontale, ça va être, j'imagine, un peu comme la piscine intérieure, comme Exact. le centre sportif et ces choses-là. Absolument. Mais tu vois, c'est la première fois, puis pourtant, je trempe là-dedans pas Ouais. mal, que j'entends parler que tu peux être responsable de payer une cotisation. En fait, est-ce que ça sera englobé dans la même cotisation, puis les deux syndicats s'organisent pour se séparer les... Ça dépend vraiment de l'organisation. Il y en a plusieurs, mais c'est important de le comprendre qu'on n'est pas... C'est pas tout le temps la même formule quand on est en copropriété divise. Il y en a plusieurs de ces formules-là, puis il y a plusieurs façons d'arranger le régime juridique. Donc, d'avoir 2 déclarations, une déclaration. OK. Et quand on parle de copropriété par action, Oui. est-ce que je me trompe ou on n'est jamais vraiment propriétaire de son unité? Absolument. Ça, la copropriété par action, c'est une bébite, je dirais, juridique qui est très peu connue de un des gens du milieu, puis de deux même des gens qui font du droit dans le milieu, parce qu'il n'y en a pas beaucoup au Québec. Je ne sais pas le nombre exact, mais honnêtement, à Montréal, s'il y en a 50, je pense que c'est beaucoup. Oui, il n'y en a pas tant que ça. C'est pas mal le maximum. Et oui, effectivement, et je pense que tu le sais un peu Oui. parce que vous en faites quelques-unes des copropriétés par action. Évidemment, le principe de base, c'est que c'est une entreprise qui possède l'immeuble. Et lorsqu'on achète dans cet immeuble-là, on n'achète pas un lot, comme c'est le cas en divise, on achète une action. Donc, on devient copropriétaire par action, on devient actionnaire d'une entreprise qui, elle, est propriétaire du building. Et avec cette action-là, on bénéficie d'un droit de jouissance de notre unité. Donc, on est, aux fins de la loi, puis certains jugements l'ont établi, locataire chez nous, alors qu'on a acheté. Donc, il y a vraiment une notion assez spéciale de copropriété par action parce qu'il y a également toute la question de vice caché qui est beaucoup plus difficile d'application, pour ne pas dire n'est pas applicable. Pour savoir à qui va la faute, j'imagine? Bien, en fait, c'est parce qu'on n'achète pas un lot. Donc, la personne qui vend n'est pas... en fait, l'actionnaire qui vend qui vend un potentiel actionnaire ne vend pas un lot, il vend une action. Donc, est-ce que cette notion-là est toujours applicable? Moi, de mon avis, elle ne l'est pas. Mais il y a plusieurs problématiques, en tout cas, questions juridiques. C'est vraiment plus complexe comme régime, là. OK. Puis, pour nos auditeurs, en même temps, j'aimerais spécifier que ce type d'achat-là particulier doit se faire au comptant tout le temps. Donc, oui, effectivement. spécification. Mais la raison de ça, Julie, je pense, à moins que je me trompe, mais c'est parce que la plupart des banques ne financent pas. Oui, donc, c'est ça la vraie problématique, c'est que c'est tellement un régime qui est niche qu'il n'y a pas vraiment d'intérêt des banques de se mouiller là-dedans, je crois. C'est un peu comme l'indivise. Souvent, les acheteurs ne comprennent pas pourquoi tu dois aller à la même institution que les gens étaient. Oui. Puis, si je ne m'abuse, maintenant, il reste comme 2 institutions qu'on ne nommera pas pour faire de publicité qui financent ce type d'achat. Maintenant, je voudrais peut-être plus aller dans la réglementation. Donc, on en a parlé un peu hors d'onde. Oui. Est-ce que la réglementation est la même, exemple, pour une petite copropriété de genre 4 unités, 10 unités ou 200 unités? Alors ça, c'est la fameuse question. À l'heure actuelle, la réponse est oui. Par contre, puis la plupart des gens qui vont s'intéresser évidemment au podcast, s'intéressent à l'immobilier, vont savoir qu'il y a un projet de règlement qui a été déposé, qui n'est pas adopté encore, n'est pas en vigueur, mais qui va pour la première fois en copropriété divise depuis 50 ans, depuis que s'est créée la copropriété divise au Québec, créer un régime différent pour les petites et les grandes copropriétés. Ah, merveilleux. Donc, et lorsque je parle d'un régime différent, c'est par rapport spécifiquement à certains éléments, parce que tous les autres éléments, c'est la même chose pour les petites comme les grandes. Quand on parle de petites habituellement, puis c'est pas exactement ça qui est dans le projet de règlement, mais dans le milieu, ce qu'on se dit, c'est au-dessus de 12, c'est une moyenne grande. En bas de 12, c'est une petite copropriété. Ce projet de règlement-là, la différence qu'il vient prévoir, c'est pour les carnets d'entretien et fonds de prévoyance, études de fonds de prévoyance. Donc, l'obligation et la fréquence à laquelle le faire. Donc, c'est ça vraiment la distinction qu'on vient faire pour enlever un peu de laisse à ces petites copropriétés-là qui n'ont pas autant, évidemment, de matière, de fonds, mais surtout de choses à gérer. J'ai un exemple, une petite copropriété de 2 ont beaucoup moins ont pas de piscine commune, n'ont pas de terrasse. Donc, l'étude de fonds de prévoyance est pertinente, mais est-ce qu'elle doit être aussi fréquente? Ben, c'est ce que le législateur va venir nous confirmer dans quelques semaines, là. Moi, je sais, je ne suis pas supposée d'en parler, mais j'ai travaillé sur un mémoire justement sur la refonte de la loi 16 qu'on appelle, oui. sur les... Oui,
Je ne peux pas en dire plus, Oui. mais juste pour te dire que, OK. tu vois, par contre, je ne me souviens pas qu'on ait fait cette différence dans les petites et les grandes copropriétés. Par contre, ça m'amène à te poser une question. Évidemment, quand on est en copropriété, on partage des dépenses d'entretien et de maintien de l'édifice, Oui. si on veut, avec d'autres copropriétaires. Peux-tu nous parler un peu de la différence entre le fonds d'auto-assurance, le fonds de prévoyance et Oui. le troisième dont j'oublie toujours le nom? Oui. Euh, alors, juste un peu quelques détails là-dessus. Ben absolument. Donc, une copropriété divise a l'obligation d'avoir 3 comptes bancaires distincts. Donc, le fonds en question, là, le premier fonds, c'est le compte courant. Donc, lorsqu'on paye les factures, c'est le Et compte tu courant. l'appelles comment, lui? Moi, je l'appelle le compte courant. OK, Il y c'est a bon. différentes façons de Là, je l'appeler. vais m'en souvenir. Dans la loi, il n'y a pas de définition claire de ce compte-là. Les 2 autres comptes, par contre, eux, sont définis clairement, le compte de fonds de prévoyance et pour le fonds d'auto-assurance. Donc, ces 2 fonds-là sont évidemment bien importants en copropriété, puis ils ont 2 objectifs distincts. Donc, le premier, le fonds d'auto-assurance, qui est peut-être le moins compris, parce que le fonds de prévoyance, on le comprend, c'est pour prévoir pour l'avenir, Les pour notre travaux, immeuble. l'entretien. Les parties communes, entre autres. Ben, en fait, uniquement. C'est l'objectif même du fonds de prévoyance. Le fonds d'auto-assurance, par contre, vient un palier d'une problématique qui est extrêmement récurrente en copropriété divise. On vit chacun un en dessous de l'autre. Donc, nécessairement, quand il y a des dégâts d'eau, ça coule chez le voisin et ça cause des grosses problématiques qui font en sorte qu'évidemment, ça coûte beaucoup d'argent. Les copropriétés divises ont l'obligation de s'assurer. Donc, évidemment, on s'assure pour la bâtisse. C'est le syndicat, personne morale, entité distincte qui assure le bâtiment. Quand il y a des sinistres, s'en occupe. Et le fonds d'auto-assurance vient pallier la différence de franchise. Donc, on donne un exemple. Sinistre qui survient au premier étage, ou en fait au dernier étage, coule sur les autres, ça nous coûte 30 000. La franchise de la police est de 15 000. Donc, on déclare, on réclame à l'assureur, on réussit à recouvrir 15 000 $, on est à découvert de 15 000. Évidemment, ce 15 000-là vient de la poche des copropriétaires. Pour éviter de cotiser le lendemain matin puis demander à Mme X, M. Y, on veut 5 000 chacun de vous et de vous chacun, Oui. ben, on va aller Bienvenue piger. chez vous. C'est ça, exact. On va piger dans ce fonds d'auto-assurance-là qui a comme objectif seul de pallier à ce genre de problématique-là pour la franchise. Et c'est important de savoir également qu'il y a un délai pour... là, c'est en vigueur, ce fonds-là, il faut y cotiser tout de suite. Oui, là. tout de suite, c'est ça. Il y a un délai pour le faire, pour le compenser. On parle de 2 ans. Donc, si vraiment on a sorti ce 15 000-là, la franchise de 15 000, il faut cotiser à 15 000. Quand tu parles de délai pour le renflouer, on parle à partir du moment où il y a un événement, c'est ça qu'il faut, Non. ou à partir d'aujourd'hui? En fait, du moment où c'est déboursé. Donc, il ne faut jamais que le compte soit découvert. Il y a un délai pour revenir à ce 15 000-là. On prend toujours l'exemple du 15 000. Là. C'est un délai de 2 ans pour y revenir, pour le combler. Donc, quand on achète, puis ça, je pense qu'on va y revenir plus tard, mais quand on achète une copropriété, il faut qu'on regarde ces fonds-là. Il faut qu'on sache c'est quoi l'état de ces fonds-là parce que il faut comprendre que si ces fonds-là ne sont pas cotisés à leur hauteur, leur juste hauteur, ben c'est nous, à titre de copropriétaires, qui vont être responsables. Devoir renflouer. Oui. Ce qui m'amène à te poser comme question, si un copropriétaire n'a pas les moyens, parce qu'on sait qu'il y a des frais de condo mensuels, là, comme dans toutes les copropriétés, puis ça dépend évidemment de l'espace que tu occupes, j'imagine, et de la valeur de ta propriété, puis etc. Puis évidemment du carnet d'entretien du fonds de prévoyance. Mais un copropriétaire qui n'a pas les fonds, exemple, lors d'une cotisation spéciale ou même pour la mensualité, qu'est-ce qui arrive? Bien, il faut... En fait, ça, c'est le principe de base en copropriété. Il faut payer ses charges communes. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de manière vraiment de s'en sortir, là. Il faut les payer. Par contre, le conseil d'administration, qui est l'organe exécutif du syndicat, a la latitude pour permettre des accords de paiement. Puis je pense que c'est ce qui est le plus raisonnable de faire. Parce que, oui, il y a des mesures de recouvrement, puis le syndicat, la loi donne des mesures de recouvrement très solides au syndicat. On parle de l'hypothèque légale. Donc, il y a quelques types d'hypothèques légales. L'hypothèque légale de construction que tout le monde connaît, mais également le syndicat bénéficie d'une hypothèque légale. Donc, quand ça fait 1 mois qu'on ne paye pas ses charges communes, le SAE peut dire « OK, moi, je veux que tu me payes, je vais mettre une hypothèque légale sur ton unité. » Donc, un mois, c'est rapide quand même. 1 mois, c'est rapide, absolument. Ouais. Mais c'est pour ça, je pense que ces accords de paiement-là sont la voie pour accommoder. Puis, ultimement, l'objectif, c'est d'être payé. Mais, Pierre-Alexis, est-ce qu'ils peuvent aller jusqu'à faire vendre ton unité? Absolument. Donc, je veux dire, pour un montant banal, on va dire que tes frais de copropriété par année sont 15 000.
puis que tu es en retard de 5 000, ils peuvent faire vendre pour un montant comme ça? Bien, ultimement, il n'y a pas de montant minimum ou maximum, c'est-à-dire que c'est un recours hypothécaire. Du moment où c'est enclenché et que le paiement ne se fait pas, on fait l'hypothèque légale, l'avis d'hypothèque légale, le préavis d'exercice, ensuite une demande à la Cour pour vendre sous contrôle, et si ça se rend jusque-là, oui, la vente est possible. Donc, effectivement, c'est extrêmement fort comme recours que le syndicat a. Donc, mais ceci étant dit, ces démarches-là coûtent de l'argent, Oui. et pendant ce temps-là, on n'a pas la somme initiale. Et donc, moi, je sais, les gens s'en vont visiter un condo, ils tombent en amour, ils veulent faire une offre tout de suite. Est-ce qu'ils ont droit de voir tous ces documents-là, d'analyser, dans le fond, les montants qui dorment? Je connais la réponse, mais là, je veux que tu la dises pour nos auditeurs, puisque c'est toi qui es interviewé et spécialiste là-dedans. Mais justement, qu'est-ce qu'on doit poser comme question, puis à qui doit-on poser ces questions, parce qu'on a droit d'avoir ces informations-là? Alors, dernière question, première réponse. Oui, on a le droit à avoir ces informations-là. Actuellement, le projet de règlement en question va venir mettre en effet plusieurs modifications du projet de loi 16 qui ne sont pas encore en effet aujourd'hui. Quand je dis ça, je parle principalement de l'attestation. Donc, cette attestation-là va être un document que le promettant acheteur, donc, ou le courtier, demande au vendeur ou son courtier inscripteur d'avoir l'attestation que le syndicat produit et donne au vendeur. Donc, cette attestation-là, dans quelques semaines, on l'espère, là, quand le projet de règlement va entrer en vigueur, ça va être une liste assez détaillée de documents qui vont devoir être donnés au promettant acheteur. Actuellement, il y a également un autre article, puis je ne rentrerai pas dans les détails des articles. Non, on ne veut pas dévoiler le punch. Non, exact. Mais une fois qu'on s'est dit ça, même s'il n'y a pas d'attestation obligatoire aujourd'hui, les mêmes documents peuvent et doivent être donnés. Et quand on parle de ces documents-là, je vais en faire une liste rapide, là, sans tomber dans une liste d'épicerie, mais il y a des choses extrêmement importantes. État financier, évidemment, budget. On n'y pense peut-être pas, toujours pas, mais les procès-verbaux d'assemblée des copropriétaires, il faut savoir c'est qui nos voisins puis avec qui on va avoir une entente contractuelle. Donc, de savoir ce qui se passe en assemblée des copropriétaires, c'est extrêmement pertinent. Il faut également avoir, si possible, s'il existe, l'étude de fonds de prévoyance, savoir est-ce qu'on est à jour dans notre... Est-ce qu'on est à découvert quand on achète? Est-ce que quand je vais acheter, je dois nécessairement me dire, il va falloir que je débourse un 20 000 ici et là de temps en temps. C'est énormément d'argent. Je dis ça comme si c'était pas beaucoup d'argent, 20 000. C'est beaucoup d'argent. Mais c'est le risque qu'on court si les fonds ne sont pas cotisés correctement. Mais c'est le type d'information qu'il faut aller chercher. Et pour ceux qui sont capables de fouiller un peu plus, regardez, est-ce que ma copropriété, c'est une propriété à litige? Parce qu'il y en a qui sont souvent devant les tribunaux, et ça, on peut regarder sur le plumitif de la Cour, par exemple. Ah, intéressant comme information. Je pense comme courtier immobilier, malheureusement, on ne le fait pas, mais tu viens d'ajouter quelque chose à ma liste de conformité. Ensuite, qu'est-ce que j'avais pour toi? Donc, ça peut sembler pas le fun d'acheter une copropriété avec ce qu'on discute, toi et moi, mais j'aimerais pas que les auditeurs pensent, là, on n'achète plus de copropriété, on se sauve. Qu'est-ce qui est positif dans ce type d'achat-là? Bien, ce qui est positif, c'est en fait ce qu'on a discuté au début, la collectivité. Donc, ce qui peut être le plus négatif peut être le plus positif aussi. C'est la première des choses, je pense qu'à l'achat, il y a un incitatif intéressant du fait que c'est beaucoup moins cher qu'une familiale. Puis je regardais avant, évidemment, hier, je me préparais un peu à notre rencontre pour avoir un peu plus de matériel outre le monde juridique, là. Puis ce que je regardais, ce que j'en comprends, c'est que la clientèle cible, ce sont autant les jeunes que les plus âgés. Évidemment, pour les jeunes, c'est une question de l'achat au coût qui est beaucoup moins élevé. Donc, je pense que c'est l'attrait principal lorsqu'on achète, puis par la suite, c'est la collectivité. Donc, ça peut être extrêmement intéressant de développer des liens solides avec ses voisins parce que, autant que ça peut être difficile, mais nécessairement, on a un projet en commun. Donc, c'est comme avoir un mariage, comme avoir des enfants. C'est peut-être un peu loin où est-ce que je vais comme exemple, mais reste que ça peut être un projet social intéressant à ce niveau-là. Puis, il y a bien des gens qui s'impliquent dans le conseil d'administration pour ça, pour pouvoir avoir des discussions avec ses voisins, puis s'impliquer à ce niveau-là. Je pense que ça peut être extrêmement intéressant. Et autre chose, puis oui, ça vient avec des coûts supplémentaires, mais quand on parle des grosses tours à condos, on parle des services. Donc, on parle autant de la piscine, la terrasse, qu'on n'aurait pas sur une tente familiale. Là, on en bénéficie d'un stationnement au centre-ville. Donc, c'est des choses extrêmement intéressantes que permet
cette copropriété divise-là, qui est le système le plus utilisé pour les grosses tours, là. J'ajouterais aussi peut-être un sentiment de sécurité quand tu es dans une tour assez importante et le fait que, je pense en tout cas, quand tu avances en âge, peut-être moins d'entretien de la propriété familiale. Puis quand je parle de sentiment de sécurité, c'est que tu mets la clé sur la porte quand tu pars en vacances ou pour un long week-end. Puis dans le fond, tu as moins à t'inquiéter. Techniquement, il ne devrait pas avoir personne dans l'immeuble qui Non, exact. rentre chez Puis toi. effectivement, ces grosses tours à condos-là sont souvent très bien équipées dans ce sens-là. Ce que je veux dire par là, c'est qu'ils vont avoir des gardiens de sécurité 24/7. Il va y avoir évidemment des systèmes pour de caméras, donc vidéosurveillance. C'est un sujet qui revient beaucoup dans ma pratique actuellement, là. Donc, c'est extrêmement bien. Petite parenthèse, pourquoi dans le sens de protection de la vie privée? Absolument, ou dans... exactement dans ce sens-là, parce qu'évidemment, il y a eu le projet de loi 64 qui, je ne connais plus le nom exact de la loi qui a découlé de ça, mais des grosses modifications puis des obligations pour le syndicat qui sont autres que ce qu'il y avait avant. Donc, obligation d'avoir une politique pour dire, ben moi, syndicat, comment je gère votre information? Est-ce que tu parles de la loi 25, la protection des renseignements personnels? Qui était le projet de loi 64, c'est loi 25, absolument. C'est ça, la fameuse loi 25. Oui, qui est si difficile pour... en fait, pas difficile pour les courtiers immobiliers, mais qui un peu un mal de tête parce que tout en faisant ton travail, évidemment, tu récupères des informations personnelles, puis la façon dont tu en disposes, c'est surveiller tout. Quoique c'est correct, mais en même temps, ça met beaucoup de bâtons dans les roues. Oui. Maintenant qu'on a dit tout ça, est-ce que tu aurais 1 ou 2 conseils rapides pour nos auditeurs qui veulent faire l'acquisition d'une copropriété? Mes conseils rapides vont être de lire sa déclaration de copropriété qu'on veut acheter. Donc, c'est un document extrêmement lourd, là, mais ce qu'il faut comprendre, une déclaration, il y a un règlement de l'immeuble. Si vous voulez déménager avec votre chien, regardez si c'est le droit d'avoir un chien. Oui. Ça, c'est la première des choses. Et 2, puis ça, je pense que ça ajoute à la liste de choses à demander quand on achète ou on est courtier pour l'acheteur, vérifier d'avoir le règlement à jour. Parce que la déclaration de copropriété, c'est votre contrat entre tous les copropriétaires, mais peut être modifié par l'Assemblée à chaque année. Puis des fois, quand ils vont remettre la déclaration au registre foncier, on n'a pas ces modifications-là. Là, tu parles du règlement, mais le règlement, corrige-moi, il n'est pas obligé d'être enregistré dans le fond comme la déclaration de copropriété. Exactement, puis c'est ça. D'où la nécessité d'avoir, dans le fond, tous ces documents-là. Oui. Là, tu as parlé de regarder pour un chien, ce qui m'amène à ma question surprise, qui en est une pour chacun de mes intervenants. Évidemment, elle est différente. J'ai vu sur ton profil LinkedIn que tu as travaillé pour Droit animalier Québec, DAC, je crois que ça DAC, s'appelle. Absolument. Est-ce que tu es un amoureux des animaux? Puis comment ça se transporte chez toi? Ben, en fait, première des choses, Droit Animal Québec, j'ai été bénévole pour Droit Animal Québec. Donc, à titre d'étudiant, on a fait de la recherche parce qu'au Code civil du Québec, puis là, encore une fois, je rentre dans les détails, mais malheureusement, c'est ton boulot. C'est ce que je connais, mais il y a un article récemment adopté il y a quelques années qui vient établir qu'un animal, oui, c'est un bien immeuble parce que c'est encore un bien immeuble au sens du Code civil. Aïe, aïe. Ce qui est assez spécial quand, évidemment, on connaît le lien qu'on a avec nos animaux de compagnie, mais il y a eu l'ajout comme quoi ce sont des êtres sensibles. Donc, c'est cet article-là qui a fait l'objet de recherches que j'ai faites avec des collègues à l'université. Une fois qu'on s'est dit ça pour Droit Animal Québec, oui, évidemment, c'est un... Comme tout le monde, je pense, j'aime bien les animaux. Avec ma copine, on regarde pour adopter un chien dans l'immédiat, là. Bon. Bonne chose, parce qu'on dit que c'est le meilleur ami de l'homme. En même temps, moi, je connais des gens qui en ont, puis c'est une zoothérapie exceptionnelle. Oui. Écoute, Pierre-Alexis, tu avais un mandat difficile parce que c'est très technique comme dossier, mais tu l'as relevé avec brio, puis merci beaucoup d'avoir été là. Puis à mes auditeurs, je vous dis merci d'avoir participé avec nous. Avouez que malgré son jeune âge, on voit qu'il y a beaucoup d'expérience. Et je vous invite évidemment à aller écouter tous nos balados sur Spotify et Apple Podcasts. Puis aussi, n'oubliez pas, partagez avec vos amis votre réseau parce que c'est là que se trouve le plaisir. Merci. Merci beaucoup, Julie. Merci.